bienvenue dans le Clo-Clo Club. Ça fait toujours un petit peu bizarre de faire des intros formelles dans les épisodes où je reçois des invités, alors que sur les épisodes solo, vraiment c'est salut les gars et on commence. Du coup, je me présente, moi c'est Chloé et je vous retrouve chaque semaine pour vous parler en solo ou en duo, du coup, de sujets qui me tiennent à cœur. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir à mon micro Victoire, qui est la cofondatrice du podcast Adapte-moi si tu peux. Je vous mettrai toutes les infos concernant le podcast dans les notes de cet épisode. Comme son nom l'indique très bien, c'est un podcast qui parle de littérature et de cinéma, et personnellement c'est un de mes petits chouchous, donc je vous invite à aller le découvrir si ce n'est pas déjà fait. Alors attention, c'est une grosse surprise, mais ensemble on a parlé de lecture, et oui, on a aussi parlé de notre rapport au livre, de nos expériences respectives dans le monde de l'édition, d'adaptation, de traduction, et finalement de tout ce que ça reflète de notre société. En gros, on a parlé pas mal de féminisme, d'inclusion et de lutte anti-racisme. Vous commencez à connaître la chanson si vous écoutez le Clo-Clo Club. J'ai trouvé cette conversation hyper intéressante et j'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner au Clo-Clo Club, me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et sur Apple Podcast, me suivre sur les réseaux sociaux @CloCloClub sur Instagram et sur TikTok. J'y partage d'ailleurs pas mal de mes lectures et faire de même avec le podcast Adapte-moi si tu peux. Sur ce, je vous laisse avec Victoire. Bonne écoute. Salut Victoire. Salut Chloé. Je suis contente de te recevoir dans le Clo-Clo Club, notamment parce que tu es la créatrice, l'une des créatrices d'Adapte-moi si tu peux, un podcast qui parle de littérature et de cinéma, et qui est un podcast que j'aime beaucoup, que j'écoute là depuis 6 mois, vraiment assidûment. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeuristes qui ne te connaissent pas ? Oui, donc je m'appelle Victoire, et effectivement en 2018, j'ai lancé avec mon ami Pascal un podcast qui s'appelle Adapte-moi si tu peux. Et sinon, de base, j'adore les livres et j'adore, comme beaucoup de gens, je pense, aller voir un film adapté d'un de mes livres préférés pour ensuite rager. Donc je pense que c'était un thème très universel finalement qui nous a rassemblés avec Pascal. Et c'est vrai que nous deux, on se connaît depuis le lycée. Donc ça s'est fait naturellement en fait. Oui, vous parliez déjà de livres ensemble en fait. Oui. Dans le podcast, il y a souvent un point Jane Austen. Pour ne pas dire régulièrement. C'est vrai. Donc pour les citations, pour commencer cette discussion, je t'ai pris évidemment du Jane Austen. Oh, j'étais obligée. Merveilleux. Je vais donner la citation, je veux bien que tu nous la lises, enfin plus qu'une citation, c'est un extrait en vrai. Ok. Et après que tu me dises à quoi ça te fait penser. Très bien. Dans un roman se manifestent les plus grands talents de l'esprit où sont transmis au monde, dans un langage choisi, la connaissance la plus complète de la nature humaine, la peinture la plus juste de sa diversité, les traits les plus vifs d'esprit et d'humour. Jane Austen dans Northanger Abbey. Alors ça me rappelle cette citation que je n'ai pas encore lue, Northanger Abbey. C'est vrai. Donc je suis une très mauvaise fan, mais il est sur ma palle puisque Pascal me l'a justement mis entre les mains. Il est vraiment très bien et l'adaptation de la BBC est aussi très très bien. Oui, avec Felicity... J'ai plus son nom, mais oui, tout ouais, à fait. Ça a l'air génial et surtout ça a l'air d'être un livre parfait pour l'automne. Puisque ça se passe dans un manoir... C'est vraiment un pastiche de roman gothique. Ouais. Et elle s'en moque même tout le long, mais justement son héroïne lit énormément de romans, elle est très jeune et elle découvre le monde à travers les romans. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne porte d'entrée pour découvrir le monde, justement, la lecture ? Ça dépend, je pense qu'à l'époque de Jane Austen, ce n'était pas forcément l'idéal. On était un peu limité quand on était une femme en même temps. Voilà, malheureusement, il y avait beaucoup de livres que tu ne pouvais pas lire déjà de base, et surtout, je pense que l'écriture était peut-être plus policée à l'époque aussi qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu peux découvrir quand même dans les romans. Surtout une ouverture sur le monde ou des cultures ou beaucoup de situations que tu ne vivrais pas et que tu ne croises pas de par ton milieu social, ton origine, ton pays. Enfin, il y a beaucoup de situations qu'on ne rencontre pas et les romans, ça permet pas de tout savoir, mais ça permet quand même d'avoir... je trouve un panel un peu plus large d'horizons. Il y a une catégorie de romans, toi, que tu préfères lire ? Alors je lis surtout de la fiction, enfin ce qu'on appelle la littérature générale, ou pire encore la littérature blanche dans le milieu de l'édition, ce qui est forcément un terme qui ne me plaît pas trop. Qui est lié aux couvertures des livres en fait. Oui, bien sûr, mais c'était... Oui, non mais... Oui, ça va avec littérature noire, bien sûr, pour le thriller et tout, mais c'est quand même un peu... Enfin, ça fait très, en plus, pédant, en fait, d'associer la littérature à justement ce côté très épuré des couvertures. Rien que les couvertures, c'est un sujet dont on pourrait parler pendant des heures.
Mais non, plutôt de la fiction générale et beaucoup de littérature étrangère en fait. Je lis très peu d'auteurs français, d'auteurs et d'autrices françaises. C'est marrant que tu parles en fait d'abord là, des couvertures, ce point-là sur la littérature blanche. J'aimerais bien juste qu'on s'arrête un petit peu dessus. Il y a ce côté pédant dont tu parles effectivement assez hautain et toi tu travailles dans ce milieu-là aussi, de l'édition. Oui, j'y ai travaillé. Maintenant c'est vrai que je n'y suis plus mais j'y ai travaillé 3 ans, ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti aussi au sein des équipes ? Alors moi c'était très différent parce que je travaillais pour une maison d'édition de poche. Oui, donc c'est encore autre chose, c'est le but, voilà. Rendre accessible au grand public. Exactement. Et en plus, je n'étais pas, par exemple, chez Folio, qui est la maison de poche de Gallimard. Donc Gallimard, ces fameuses couvertures blanches. Folio, ils ont une charte graphique très identifiée et qui garde un petit peu quand même la bande blanche avec l'illustration. Oui. C'est très codifié. Alors que moi, j'étais aux éditions Pocket. Et donc là, on était vraiment sur la littérature plus grand public, en fait, et qui veut faire des couves qui se voient, voilà, qui... Oui, après, je n'étais pas toujours très fan des couvertures non plus, mais c'était effectivement, le parti pris n'était pas du tout de faire quelque chose de trop littéraire. C'est quand même des romans qui sont censés être accessibles au plus grand nombre, c'est le principe du poche. Alors que c'est vrai que les couvertures Gallimard, ça se repose uniquement sur, effectivement... déjà le prestige d'une couverture de Gallimard, donc on imagine que derrière c'est un texte très littéraire et derrière le nom de l'auteur, mais le but du poche c'est effectivement de donner envie à plus de gens de s'aventurer. Et le côté des couvertures hyper colorées du poche, c'est ce que tu retrouves avec la littérature étrangère aussi en termes d'édition. C'est vrai, en fait, j'ai écouté déjà des émissions genre de France Culture sur pourquoi en France on a des couvertures assez chiante, hein, faut le dire un peu, mais alors que dans littérature anglo-saxonne, ils sont plaisir avec des couvertures très colorées. Même assez kitsch par moment en termes d'illustration. Enfin, je pense aux couvertures anglaises tout particulièrement. C'est vrai que c'est un code encore à part, quoi. C'est vrai, mais c'est parce que je pense qu'ils ont associé un peu plus rapidement le marketing peut-être au milieu de l'édition, et le but c'est d'être vu en librairie, alors que en France, comme on a cet héritage de la littérature, des grands auteurs, des grandes maisons d'édition, je pense que du coup on est resté très longtemps en fait à l'écart de tout ça, et surtout en France pendant très longtemps la littérature c'était quand même réservé à une certaine élite, finalement, et on avait beaucoup d'éditeurs et on n'avait pas forcément envie que justement la plèbe entre guillemets, ceux qui ne considéraient pas comme l'élite intellectuelle puissent lire. Oui, ou alors c'est apparu avec les fameux feuilletons dans les journaux en fait, mais qui étaient un sous-genre. Oui, c'est ça, c'était pas forcément si bien considéré. Et d'ailleurs, il me semble quand le livre de poche, donc la maison d'édition livre de poche est apparue dans les années 50 ou 60, ça a fait un scandale à l'époque, parce qu'il y a beaucoup justement d'intellectuels qui ont dit mais du coup ça veut dire que la lecture n'est plus l'apanage d'une certaine culture, d'un certain milieu, d'une certaine élite, et ça a fait peur en fait. Comme si la couverture d'un livre, l'objet du livre en lui-même, était l'équivalent de ce qu'il contient. Plus un livre est beau et noble, alors plus le contenu l'est aussi, alors pas forcément. Plus le côté du prix accessible, où là c'était vraiment la catastrophe. Et toi, du coup, tu as été plutôt attirée par, maintenant en tout cas, une littérature étrangère. Oui. Donc par des couvertures plus sympas et moins élitistes. Après, je lis aussi beaucoup en VF, enfin je lis pas qu'en VO, mais... Qu'est-ce qui t'a amené en tout cas à lire plutôt des auteurs et des autrices étrangers ? Je pense que ça vient un peu de ma mère, je pense, parce que la plupart de mes habitudes de lecture, ça vient vraiment de ma mère, qui m'a vraiment poussée depuis toujours à la lecture, et elle-même, elle était plutôt attirée par les auteurs et autrices étrangers, et notamment anglo-saxons. Elle avait un abonnement France Loisirs pour les plus anciens d'entre nous, voilà. Et souvent, dans son abonnement France Loisirs, elle allait choisir le titre étranger qu'elle allait ensuite me passer. Et finalement, c'est vrai que je suis restée... la plupart de mes goûts, c'est vraiment naturellement vers la littérature étrangère. Et après, c'est quand je suis devenue un peu plus âgée aussi que j'ai commencé à lire en VO. Au tout début, forcément, quand j'étais quand j'étais au lycée, c'était pas possible. En début d'études, c'était compliqué. Et en fait, c'est avec l'âge venant et l'habitude que, en fait, je me suis peu à peu tournée vers la lecture en VO. Ce qui fait peur au départ,
Franchement, au début, tu te dis, est-ce que je vais vraiment réussir à me lancer, alors qu'au début, je ne le faisais qu'en cours d'anglais. Puisque tu vas réussir à vraiment saisir le sens du Exactement. texte et pas mal traduire toi ou mal comprendre. C'est ça. Je pense qu'il faut commencer un peu petit à petit, et puis à force, en fait, on se rend peut-être pas compte, mais quand on lit, on regarde beaucoup de séries en VO, beaucoup de films en VO, en fait, finalement, sans s'en rendre compte, on développe quand même un bon vocabulaire. Et finalement, les livres... à la limite, il faut commencer par des livres assez courts, mais... Et contemporains aussi, voilà. En termes de vocabulaire. Oui. Tu les retrouves dans les séries, justement. Vaut mieux pas se lancer dans Shakespeare. Pour le coup, Shakespeare, j'ai lu il y a quelques années pour le podcast Roméo et Juliette, et je me suis dit, tiens, je vais le lire dans le texte. Challenge de plus. Alors, en fait, je l'ai acheté une édition bilingue, et j'ai bien fait, parce que le texte est incompréhensible. Et de fait, je me souviens, parce qu'elle avait acheté juste un livre en VO, et après, elle m'a supplié pour que je lis pas seule la VF parce que c'était vraiment incompréhensible. Ouais, j'ai des souvenirs en prépa, on nous avait fait lire, pareil, du Macbeth, Richard III, etc. Et incompréhensible. C'est super. Vraiment, dur. tu relis 3 fois et tu fais, je n'ai toujours pas compris. Et je pense qu'en anglais contemporain, j'aurais déjà pas tout compris. Donc, Mais c'est ça, c'est comme si tu forçais en fait des Anglais qui apprennent le français à lire du Rabelais. Genre, ça n'a pas de sens, c'est plus le même français qu'on utilise aujourd'hui. Enfin, mais bon. Après, c'est bien parce que justement, il y a tout ce travail de traduction, de réadaptation aussi, qui est fait. Vous en parlez pas mal dans le podcast aussi, finalement, parce qu'il y a l'adaptation sur écran, mais il y a aussi, en fonction de l'édition que vous avez d'un texte, s'il est un peu daté, vous n'avez pas tout à fait lu la même chose mot pour mot. Oui, c'est vrai. vrai. Je trouve que ça, c'est assez intéressant aussi. C'est vrai que c'est surtout sur les classiques, c'est arrivé notamment sur Léo de Hurlevent, qui a eu énormément de traductions, et en fait, on s'est rendu compte qu'on était plusieurs à ne pas du tout avoir... le même texte, donc c'est vrai que ça peut changer. Il y a des comptes Instagram d'ailleurs qui s'amusent à faire des comparaisons d'une traduction à l'autre d'un même extrait, et souvent c'est assez frappant parce qu'il y a même des phrases qui ne sont pas traduites, qui sont juste coupées du texte, donc c'est sûr que ça pose parfois question sur les qualités de traduction. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, maintenant que je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui lisent en VO et que les éditeurs et les éditrices font plus attention aussi sur les traductions. J'espère, je pense. Il y a aussi un autre point qui est un petit peu abordé dans l'extrait que je t'ai donné au début, mais il y a le côté un texte reflète, je mets des gros R guillemets, la société, et de fait à une époque, et aujourd'hui je ne sais pas si c'est encore un peu le cas, mais il y avait aussi cette tendance à censurer, à couper des passages, à modifier des termes d'un texte original dans une autre langue, mais même des fois d'un texte en français, pour pouvoir l'adapter pour qu'il soit politiquement correct. C'est réservé à un type de société, c'est assez politisé, il faut faire attention, pas aller bousculer le lecteur, la lectrice. Oui, après, moi là j'ai surtout des exemples récents qui me viennent en tête sur ça. Enfin, ça a fait beaucoup parler. Par exemple, le nouveau titre d'Agatha Christie, Ils étaient 10. Ouais. Et la comptine à l'intérieur du coup. Oui, mais ce qui pour moi, là pour le coup, je trouve que c'est un non-sens parce que le titre de base avait été modifié du vivant d'Agatha Christie. En sachant que le titre VO est And There They Were None, et à la fin il n'y en avait plus, moi ça ne me choque pas en fait, ça ne change pas le... Surtout que, encore une fois, du vivant de l'autrice, sa maison d'édition américaine lui avait dit c'est pas possible d'appeler un livre 10 Little Niggers ou 10 Little Indians. Donc ça avait été fait de son vivant. Donc moi par contre, je comprends pas trop les cris d'orfraie des gens qui disent c'est honteux. Je comprends, hein, c'est l'habitude, on a tout le temps dit petit nègre, donc c'est une habitude à perdre. En fait, mais je vois pas le problème là pour le coup de ce genre de changement. C'est ce côté, soit tu remets dans le contexte en faisant bien un disclaimer et t'expliques au début aussi le contexte, t'expliques d'où ça vient et pourquoi c'est problématique. Par exemple, tu vois, là, Roald Dahl, il y a les textes originaux qui vont être modifiés par ses héritiers et ses maisons d'édition, alors que lui, il est mort depuis 30 ans. Et les textes vont être juste modifiés, donc dans le texte original, et là par contre je ne trouve pas ça normal. Parce que du coup ça veut dire que c'est vraiment là son texte. T'as pas son accord à lui lui il est mort, et en plus son texte, il s'agit de pas modifier le texte. Enfin, tu vois, modifier un titre, c'est pas grave, ou modifier une comptine, peu importe. Mais modifier un texte, juste parce qu'on ne veut plus dire que Augustus Gloop dans Charlie la chocolaterie est gros... Après, de base, je suis d'accord, c'est complètement grossophobe. Mais c'est après, aussi de notre époque, avec d'autres codes. C'est ça, il faudrait mettre tout simplement un texte en mode,
Roald Dahl était un peu grossophobe, un peu réac anti-TV, un peu antisémite. Enfin, oui, il avait énormément de tard, mais du coup... En fait, donner des clés de compréhension et en parallèle, pas aller publier du Céline comme si c'était pas un problème. Voilà, exactement. Donc Ouais. c'est ça que je trouve un peu... En fait, on dirait qu'il y a plus de... Les gens, ils savent plus où placer le curseur. Et c'est assez compliqué, hein. Ouais. En même temps, parce que, tu vois, pour en revenir à Ils étaient 10, moi, tout début, quand j'avais appris effectivement la nouvelle, je comprenais pas pourquoi. J'étais, mais en fait, c'est une comptine effectivement d'une certaine époque. Il y a le mot nègre qui est gênant, mais en fait, à l'époque, il était utilisé et en fait, il n'est pas gratuit dans la mesure où il fait référence aux petites statues et à la comptine. Oui. Et la comptine, si c'était un truc à l'époque hyper démocratisé, comme, j'en sais rien, trois petits chats, bon, bah, dire, au lieu de trois petits chats, dire trois petits chiens, j'aurais trouvé ça bizarre. Et en même temps, je me suis dit, mais là, c'est pas du tout dire trois petits chiens ou trois petits chats, au lieu de dire 10 petits nègres, c'est de remettre un texte plus proche déjà de la version anglaise et aussi de juste enlever ce prisme-là et en gardant toute la logique de la comptine, en gardant toute la logique pardon, des statuettes. Et en fait, dire que c'est des petits domestiques n'enlève rien. Enfin, il n'y a pas besoin de dire qu'ils sont noirs. Bah non, voilà. En fait, on a très bien compris qu'au début, ils sont 10, Pour et puis à la fin, ils sont tous morts. C'est ça. C'est ça l'histoire, donc... Et surtout que c'est pas le cœur du texte. Non, pas du tout. Donc c'est pour ça que, effectivement, à une époque, je pense qu'on a vraiment vécu la censure, comme des Flaubert, etc., qui ont été... à qui on a intenté un procès pour Madame Bovary, où là c'était très différent parce qu'il fallait pas non plus qu'une femme ait trop de désir exprimé dans un livre. Mais par contre, les sujets aujourd'hui de changement d'un titre ou de changer un texte original, je trouve que c'est différent. Mais le curseur est pas encore très clair, effectivement. Et au-delà de modifier un texte, il y a aussi les productions actuelles. Moi j'aimerais bien avoir aussi ton regard un petit peu sur justement comment est-ce que le curseur est placé aussi sur les nouvelles histoires en fait par rapport casser un peu plus des codes narratifs, tout le monde s'insurge parce qu'il y a plus de représentativité aussi dans des textes. On va en parler après pour les adaptations parce que c'est encore un autre niveau. Mais toi, est-ce que tu constates dans tes lectures en tout cas une évolution ou c'est pas quelque chose qui t'a marqué ? Moi, il y a peut-être des gens qui vont hurler en entendant ça, mais très sincèrement, je lis surtout des autrices femmes. J'ai lis très peu d'hommes à l'heure actuelle. Ce qui n'était pas forcément le cas, je pense, il y a quelques années, mais effectivement, il y a eu quand même une prise de conscience sur le fait qu'en fait, les hommes occupent quand même beaucoup l'espace littéraire, mais en tout cas, l'espace littéraire auquel on consacre un peu de prestige. Aux lettres de toujours, noblesse, voilà. Et en fait, pour moi aussi qui ai fait une terminale L, donc ce qui n'existe plus aujourd'hui, mais ce qui était à l'époque une spécialité pour le bac, et puis une Hippocagne-Cagne, et en fait je me rends compte que la plupart des livres que j'ai étudiés dans le cadre de mes études, ce ne sont que des hommes. Et donc il y a des livres écrits par des hommes que j'adore, hein. Par exemple Les Liaisons dangereuses, c'est un de mes grands classiques, j'ai adoré aussi Belle du Seigneur d'Albert Cohen, mais enfin c'est pas normal que du coup, encore une fois on parlait tout à l'heure de comment tu envisages le monde. Et je crois que Jane Austen, elle en parle justement dans son roman Persuasion. Si, du coup, il n'y a que les hommes qui peuvent te décrire le monde, ça veut dire que finalement, tu as une vision du monde tronquée. Où est la place des femmes là-dedans et voilà. L'écriture des personnages féminins aussi. Exactement. Et depuis que je lis surtout des femmes, en fait, je trouve que, effectivement, la plupart des personnages féminins me paraissent plus authentique, mieux écrit, plus je m'y reconnais plus quoi. C'est sûr que quand je vais lire une Sally Rooney, je vais m'y reconnaître beaucoup plus que si je lis je ne sais pas quel auteur masculin en vogue aujourd'hui. Du coup j'ai même plus de référence, mais c'est vrai que je vais avoir tendance à m'intéresser surtout aux romans écrits par des femmes. Et ça, tu l'as fait volontairement au début ou tu t'es rendu compte petit à petit que de toi-même, les livres que tu choisissais, c'était des livres de femmes ? Je pense que ça s'est fait un peu tout en même temps, c'est-à-dire que je me suis rendu compte, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi sur les comptes Instagram ou sur YouTube qui font beaucoup de pédagogie sur ça, et donc déjà, merci à toutes ces personnes aussi qui ont mis le doigt sur le problème. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais tiens, mais moi, qu'est-ce que je lis, en fait ? Et en faisant l'inventaire, je me suis rendu compte que c'est vrai, naturellement, j'ai tendance à lire plus de femmes. Et là, aujourd'hui, je pense que c'est sûr que je me dirige quasiment plus vers les livres écrits par des hommes.
sauf exception. Sauf par exemple Pierre Lemaitre, que j'aime d'amour. Mais à part lui, il y a très peu de livres d'auteurs masculins. Ou pour le podcast, bien sûr. Oui, je vais lire. là, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Ah, c'est marrant parce que j'ai eu un peu le même parcours que toi. À l'époque, je me souviens que c'était Digli, qui illustratrice et autrice, qui avait parlé sur son compte Instagram et sur son blog tout un article sur la place des femmes au programme du bac L, justement, et du bac de français tout court. Ouais. Et elle dit, j'ai repris sur vraiment les 10 dernières années, il n'y a pas une femme au programme. C'est dingue. Pas une seule. Et elle dit, mais pourtant, on n'arrête pas de dire que la littérature, c'est beaucoup un truc de femmes, les lectrices, que sur le marché, c'est des femmes qui achètent du Musso et du Lévy. Elle dit, mais comment ça se fait que les autrices qui sont tout aussi présentes, elles ne soient pas représentées du tout? C'est ça. Mais je confirme, hein, franchement, pour avoir été justement dans le marketing, dans l'édition, on a reçu des études chaque année. Ah, mais c'est des femmes qui lisent. C'est 85% des femmes qui achètent et lisent les livres. Et d'ailleurs, en genre, elles lisent aussi bien des histoires de type polar et thriller que de la romance. Et il y a ça aussi, ce biais de dire le thriller, c'est une littérature d'hommes versus les romances, une littérature de femmes. Sachez que les lectrices sont représentées dans les deux, quoi. Alors que justement, par contre, les hommes, en fait, on se dit tout le temps, le polar, c'est pour les hommes. Les hommes lisent en fait très peu de fiction. Oui. Ça, c'est un truc très étonnant, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'hommes, visiblement, qui ont un biais où ils se disent « je ne lis pas si ça ne va pas, si ce n'est pas du réel, enfin, ça ne va pas m'éduquer ou m'apporter quelque chose. » Je sais pas, c'est peut-être un... Traitement de l'imaginaire, ressentir des émotions pour des personnages qui n'existent pas, t'imagines. Ouais, peut-être, mais... je sais pas. Je dis pas que les hommes ne lisent pas du tout de fiction, hein, mais... Non, mais il y a des chiffres et c'est une réalité aussi là-dessus. Mais c'est vrai que le truc du bac, moi j'avais 4 livres prescrits au bac pour le bac littéraire, c'était que des livres écrits par des hommes. Non, je sais pas en quelle année tu l'as passé, mais moi j'ai souvenir aussi que des hommes, pareil, en prépa littéraire que et les mecs. Et dont les mémoires du général de Gaulle. Oui, la même année. Tu l'as eu aussi. Mais enfin... Mais qui a eu cette idée, en fait? Ça, et en prépa, par la suite, Rousseau. Et là, j'étais... Ah, moi, j'ai eu Lamartine en prépa. C'était chiant. Terrible. Et Proust, qui reste dans mon cœur, mais parce qu'il écrit de façon intéressante les personnages féminins. Ah, je n'ai jamais lu, pour le coup. Il peut tenir des propos de son époque, mais ces personnages féminins ont tous des noms d'hommes. Et déjà, juste ça donne une approche intéressante aussi. Ok, mais j'ai le premier tome de la recherche. Il faut s'accrocher. Oui. C'est dense. C'est vraiment des chroniques et ragots de Paris et de Saint-Germain à l'époque, quoi. Ok. Je résume. C'est horrible. Les fans de Proust vont m'arracher les yeux, mais j'adore Proust. Et c'est vraiment juste pour résumer très vulgairement, mais il parle de plein d'autres sujets, évidemment. Comment est-ce que t'es venue l'idée de lancer ton podcast ? Alors là, en fait, j'avoue, je vais rendre un peu à César ce qui est à César, c'est-à-dire à mon copain, qui c'est lui qui avait voulu se lancer dans le podcast de base. Ah ouais ? Oui, en fait, lui, il en écoutait beaucoup, et moi, pas du tout. Et en fait, du coup, je lui avais offert un micro pour qu'il se lance aussi, et finalement, il avait pas tant que ça d'en faire. Et du coup, à un moment, on avait eu cette idée de faire une émission sur les adaptations. Et en fait, il a dit, mais tu devrais plutôt le faire toi, parce que tu lis plus vite et plus que moi. Et du coup, j'ai embarqué Pascal, et en fait, on a du coup un peu créé ensemble Adapte-moi. Et au début, c'était vraiment... C'était assez décousu, je pense, les premiers épisodes. J'avoue, je n'ose jamais réécouter, donc voilà. Faut pas se réécouter, faut avancer. Voilà, c'est ça. Il n'y a qu'une direction, c'est devant. Mais et ouais, on a lancé le premier épisode, c'était sur Au revoir le maître, Au revoir là-haut, pardon, de Pierre Lemaitre. Et je crois que le premier épisode était complètement décousu. J'avais fait très peu de recherches. En fait, on avait juste lu et vu le... C'était plus une conversation entre copines après avoir vu un film, quoi. Et en fait, à force, rendez-vous après rendez-vous, ça s'est structuré un peu naturellement au fur et à mesure. On a une autre amie, Manon, qui nous a rejointes, et puis ça a duré 2-3 ans comme ça, et puis après, Manon a déménagé, et du coup, après, j'ai rencontré Marianne et Jeanne, et puis voilà, aujourd'hui, on est 4 filles, mais ça s'est fait assez naturellement. Ça fait une bonne équipe aussi en termes, je trouve, d'avis. Vous avez vraiment des teams à chaque fois qui se créent et c'est extrêmement drôle parce que vous n'avez pas du tout le même ressenti, quoi. Non, là, franchement, je suis très inquiète pour l'un des prochains épisodes. Donc,
On va parler des choses humaines de Karine Thuil. Ah. Et je pense que ça va être un festival. Que moi j'adore, hein. Personnellement j'ai adoré ce livre. Là je le relis, c'est que du bonheur. Enfin, que du bonheur. Les personnages sont horribles. Mais j'adore ce roman. Et j'ai comme l'impression que ça ne va pas faire l'unanimité. Mais... Je ne dirais pas que je partage souvent l'avis de Marianne. Ouais. Donc... Ouais, j'ai comme l'impression que chez elle ça va pas passer. Ouais. Non. Mais ça va être drôle. Et du coup, qu'est-ce que tu penses des adaptations ? Est-ce que t'as constaté, là, avec toutes celles que tu vois, est-ce qu'il y a des... Déjà, est-ce que les adaptations, dans l'ensemble, elles arrivent à être fidèles au livre ? Ou on est vraiment à chaque fois sur des productions très différentes ? Ça dépend. En vrai, il y en a qui sont fidèles, qui reproduisent ce qui est dit dans le livre. Mais en fait, ça n'en fait pas pour autant un bon film ou une bonne série. C'est ça qui est assez frappant parce que on a tendance à se dire, quand on va voir une adaptation, à se dire je veux revoir ce que j'ai aimé dans ma lecture. Mais en fait, des fois, il vaut mieux pas. Ça ne rend pas bien, en fait, tout simplement. Ou alors, si c'est juste mot pour mot, ça n'a pas tant d'intérêt. Il faut qu'il y ait aussi une vision derrière, enfin une direction, une vraie réalisation, en fait. Donc c'est autre chose. Mais il y a des adaptations que j'ai préférées. C'est pas rare qu'on préfère l'adaptation au roman de base. Des fois, il y a des adaptations superbes de livres qui sont nuls. C'est même incroyable. Mais genre Forrest Gump, le livre était une horreur. Mais j'ai jamais lu un livre aussi nul. Alors que le film est objectivement un chef-d'œuvre, je trouve. Et puis comme tu passes sur un autre médium, en fait, en termes d'expression, tu peux raconter d'autres choses, montrer d'autres choses. Oui. T'as moins la part à la projection, évidemment, de l'imaginaire et des émotions. Et je trouve que c'est ce qui est chouette avec votre podcast, c'est que vous abordez, justement, tu l'as dit très bien, vous abordez pas une adaptation comme un bon ou un mauvais film tout de suite. Oui. C'est plus, est-ce que c'est fidèle au livre ? Ouais. Oui, non. Et après, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Bah, c'était pas ouf ou c'était super. C'est ça. Mais Parce que c'est pas la même question, en Non. fait. Du tout. Et je trouve que vous êtes... Enfin, moi, c'est la première fois que j'entends, en tout cas, des personnes faire vraiment le distinguo. Parce que, comme tu dis, quand tu sors du cinéma, et je vais prendre l'exemple type des Harry Potter, quand on allait les voir, Ouais. et tout le monde qui sort en disant « Oui, mais dans le livre, c'est pas comme ça », ou « Ah, il manque ça, ça, ça ». Tu te dis « Ouais, mais en fait, le livre, pardon, t'as 500 pages pour aborder tous ces détails-là. Là, t'as 2 heures de film. Comment est-ce que tu rentres tout ça ? Bah, ça reste une très bonne adaptation. Pour plein de raisons, parce qu'ils arrivent à synthétiser l'essence d'une histoire, en fait. Ouais, bah clairement, moi, Harry Potter et la Coupe de Feu, j'ai eu du mal pendant très longtemps, parce que c'était mon Harry Potter préféré, mais qu'il fait 1000 pages, et que le film fait 2 heures, et que la plupart de mes scènes cultes avaient disparu. Et j'ai eu du mal à l'apprécier en tant que film, mais c'est vrai qu'il faut un peu se détacher au bout d'un moment de sa lecture. Mais après, aujourd'hui, c'est différent, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les séries. Aujourd'hui, il y a des livres qui sont adaptés en mini-séries et qui en font des adaptations qui, parfois, je trouve, surpassent presque le livre, enfin, ou en tout cas sont au moins égales en termes de qualité. Prennent le temps, en tout cas, de raconter l'histoire dans son intégralité, quoi. C'est ça. Bah, typiquement, Normal People, oui. la série... Bah, moi, j'ai préféré la série au livre. Bah, ça ne m'étonne pas, tu vois. Très largement. Mais parce que le livre, en le lisant, il me manquait quelque chose que j'ai retrouvé dans la série, en fait. Bah, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont reproché au roman une certaine froideur, un peu genre un détachement des personnages. Mmh. Et alors que dans la série, c'est vraiment très bien incarné, on est avec eux, il y a peut-être plus une proximité qui se crée avec les acteurs. Oui, et puis même entre eux, les scènes d'amour sont déjà d'une réalité assez poignante. Et c'est très sensible, c'est très doux. En fait, tu pourrais sentir ce qui se passe. Et ça tombe bien que tu parles des séries, parce que c'est pas mal les séries qui ont fait jaser, mais quoique les films aussi, notamment sur, pour le coup, les ajustements en termes de représentativité, avec le choix des acteurs, entre autres. Est-ce que tu comprends le fait que, j'en sais rien, des gens s'insurgent ? Alors, je vais prendre un exemple type, La Petite Sirène, passer d'un conte nordique à une petite sirène noire. Bah en fait, je comprends pas les débats, je comprends pas... Enfin, j'ai envie de dire, on s'en fout. Je parle d'un poisson, surtout. Bah non, mais c'est de la fiction, quoi. Bah c'est surtout, en fait, les gens... Du coup, ça veut dire qu'ils voient un film d'animation et ils veulent voir exactement la même chose, mais version live, ça n'a pas tant d'intérêt, en fait. C'est pas plus mal, finalement, de proposer autre chose, d'avoir d'autres représentations visuelles. Moi, ça ne me choque pas. Et puis, surtout... Moi, ce que j'étais très contente, c'était que pour La Petite Sirène, justement, ils ont pris Hailey Bailey
Ouais. qui est une chanteuse. Donc ça tombe bien, c'est quand même Ariel, son personnage, c'est quand même sa voix avant sa chevelure rousse, je suis désolée. Bah, c'est surtout, elle est pas censée être rousse, hormis dans le Oui. Disney, quoi. Donc, même ça, c'est dire, dans le conte original, je suis pas persuadée qu'ils la décrivent, tout de suite, Oui. elle est rousse, elle est comme ci, comme ça. C'est déjà une adaptation. C'est ça. Et puis tu vois, quand tu vois la live action La Belle et la Bête, où ils ont pris Emma Watson, que j'aime beaucoup au demeurant, hein, et qui, oui, ressemble à Belle, mais n'empêche qu'elle savait pas chanter. Elle était un peu autotunée. Donc finalement, bon, après chacun... Au pire, il vous reste toujours le dessin animé, tu vois ce que je veux dire. Je comprends pas trop ces débats. Et par exemple, là, moi, il va y avoir une adaptation en série qui sort de Percy Jackson. Je suis une immense fan de Percy Jackson devant l'éternel. C'est écrit par un homme, Rick Riordan, mais lui aussi, je suis une exception pour lui parce que c'est formidable. Et il y a eu tout un sujet parce que, Percy est censé être brun aux yeux bleus. Ils ont pris un petit rouquin. Annabeth est censée être blonde. Ils ont pris une jeune fille noire. Et ça a fait, bien sûr, ça fait beaucoup plus de débats sur Annabeth que sur Percy. Mais en fait, et pour moi qui suis très clairement une fana de cette œuvre, mais vraiment que je lis, que j'ai lu à 11 ans, je suis en mode, en fait, je m'en fous. Mais en fait, si le physique a un impact dans l'histoire, par exemple, le fait qu'il soit brun aux yeux bleus, ça avait un rôle très particulier qui fait qu'il va se passer ça. À la rigueur, ok, ça, on pourrait comprendre. Oui. Mais là, en fait, qu'il soit brun ou roux, ça ne change rien au fait que c'est un fils de Dieu et qu'il se passe ça. C'est ça, et puis pareil, tu vois, on a eu une première adaptation en film vers 2010, où Percy était joué par Logan Lerman, qui était brun aux yeux bleus et qui est très charmant, de mon avis. Mais le film était nul. Le film était une très mauvaise adaptation et c'était nul. Donc au final, je préfère avoir une adaptation plus fidèle, gérée par l'auteur, qui respectera les fans. Et si Percy est roux et si Annabeth est noire, vraiment je m'en fiche en fait. Tant qu'ils incarnent les personnages, c'est autre chose. Incarner un personnage de roman, pour moi, c'est quand même autre chose que juste une couleur de cheveux ou une couleur de peau. Surtout que l'avantage des romans, c'est que les personnages sont bien écrits et creusés et ont plein de caractéristiques. À l'inverse de certains personnages écrits dans des scénarios où c'est jeune fille numéro 1 et jeune fille numéro 2. Voilà. Mais j'ai pris exprès l'exemple de la petite sirène noire, et là tu viens d'en parler aussi avec Percy Jackson. C'est toujours pour des questions de couleur de peau ou d'orientation sexuelle que ces débats ressortent. Je pense typiquement, on parlait d'Harry Potter tout à l'heure, Hermione, dans les textes, elle est quand même censée avoir de sacrées dents. Qui d'ailleurs, même à un moment, Rogue les lui fait pousser. Preuve que Rogue n'est pas si sympa, arrêtez. Oui, merci. Il la bolosse tout le monde, il est odieux. Mais franchement, tous les gens qui disent non, mais Rogue c'était un incompris et tout. Non, pas du tout. Écoutez, il a quand même harcelé des enfants. Il bully tout le monde, oui, c'est ça. Parce qu'il a été bully, il bully des enfants. Donc, Oui, et puis surtout parce qu'en fait, il a été rejeté par la fille qu'il aimait. Et il est tellement obsédé que jusqu'à la fin, il dit à son fils, quand même, tu as les mêmes yeux que ta mère. Vraiment, on s'en passerait. No means no. Je veux dire, comment vous le dire, en fait. Là, et du coup, Hermione, elle est censée avoir des dents quand même un peu prononcées, et le côté cheveux en bataille, par exemple, a été reproduit dans le premier film, et puis après ils ont laissé tomber. Par contre, les dents... J'étais très triste d'ailleurs, parce que étant moi-même une enfant aux cheveux en bataille... Mais pareil, moi c'était Hermione, c'était le référent. Quand même, s'il te plaît, représente-moi Hermione. Mais oui. Mais pour les dents, j'avais lu dans des anecdotes d'Hollywood que je n'ai pas revues, donc ça se trouve, c'est juste un souvenir erroné, mais il me semble qu'elle avait quand même des prothèses pour ses dents. Ah bon ? En tout cas, je sais que j'avais lu, et ma réaction, ça avait été « Ah bon ? À quel moment ? Elle a les dents comme dans le livre, et en fait, c'est rigolo. Là, il y a personne pour dire « Attention, Hermione, elle a pas les dents, parce que Hermione, là, elle est belle, elle est blanche, et qu'il n'y a pas de souci. Si c'est pour la rendre plus bonne, il n'y a pas de problème. » Par contre, si c'est pour bousculer vers une minorité... comme que ça a été le cas pour Harry Potter and the Cursed Child, la pièce de théâtre. Exactement. Ils ont pris une Hermione noire et ça a été... Et là, ça a été la catastrophe. Moi, je ne comprends pas, mais ça a été... en fait, à chaque fois, si, je comprends très bien, parce qu'en fait, c'est tout le temps pour les mêmes raisons, comme tu dis, comme pour Bridgerton, les gens ne pouvaient pas envisager que le period drama, qui est plutôt un genre typiquement blanc, on puisse y introduire des personnes de couleur, alors que en fait, encore une fois, là c'est un monde fictif. C'est un monde fictif, c'est de base,
de base, croyez-moi, les gens ne se comportaient pas comme ça à l'époque. Enfin, et ils ne dansaient certainement pas sur des réorchestrations de Taylor Swift. Ils ne couchaient pas, tout va. Oui, et c'est fort dommage. Mais écoutez, donc à partir du moment où c'est une fiction, c'est une romance, et puis qui regarde Bridgerton en vrai? Enfin, c'est que des zouzes de toutes les couleurs qui regardent ça. C'est bon en fait. Donc qu'il y ait des gens en plus qui fassent des grands articles pour dire que c'est inadmissible, que ça ne respecte pas l'histoire, alors que ce ne sont même pas des personnes qui vont regarder cette série. Pourquoi? Je ne comprends pas. Enfin, c'est quand même une perte de temps, quoi. Pour en revenir un petit peu au fait que t'es une grande lectrice, que t'as fait des études littéraires, t'as travaillé dans l'édition... C'est vrai. Mais pour le coup, ça n'a pas toujours... Enfin, il y a eu un break dans ma vie de lectrice. J'ai toujours beaucoup lu. J'allais te poser la question, c'est super. Oui. Ouais. J'ai toujours beaucoup lu parce que j'ai été toujours très poussée par mes parents, mais de manière bienveillante. Hein. Mais c'était un peu le coup classique de... tu m'accompagnes faire les courses au supermarché et je t'offre un livre. C'était un peu la carotte, c'était super. Tu te faisais manipuler avec des livres, franchement, il y a pire dans la vie. Non, mais en plus, c'était génial parce que ça nous a vraiment poussé, ma sœur et moi, à développer, à intégrer la culture dans notre vie. Donc ça, c'était super chouette. T'allais beaucoup à la bibliothèque aussi? Non, j'allais très peu à la bibliothèque, c'est vrai. À part au CDI de mon collège. Mais finalement, non, c'était très... j'avoue, mes parents m'achetaient beaucoup de livres. J'avais l'intégrale des romans de Barbie, hein. Enfin, c'était pas la grande littérature, voilà. Donc, et Fantomette, évidemment. Mais non, ils m'achetaient beaucoup de livres. Et après, quand j'étais adolescente, bien sûr, j'ai lu Twilight. Évidemment. Bon, j'avais lu Harry Potter, etc. J'avais aussi lu beaucoup toute la collection Black Moon d'Hachette. Je sais pas si tu te souviens de ça. Je vois. C'est tous les romans un peu fantastiques avec des sorcières, des vampires. Je lisais beaucoup ça. Et en fait, quand je suis arrivée en prépa, je n'avais plus le temps pour mes lectures personnelles. Donc je suis passée en mode lecture uniquement imposée. Et en fait, après 2 ans, quand je suis sortie de prépa, je me suis retrouvée face à un vide. Je sais pas comment expliquer, mais pendant au moins 2 ans, je n'ai pas lu régulièrement. La lecture ne faisait plus partie de mon quotidien, du tout. Mais en fait, je pense qu'on arrive à une telle saturation. J'allais te poser la question de ce rythme de lecture, parce que est-ce que t'as pas été un peu dégoûtée à un moment? Dégoûtée, c'est peut-être un mot fort, mais... C'est peut-être un peu ça, mais c'est surtout, je pense, après la prépa, en fait, tu sais, quand tu lis que des lectures qui sont imposées, ou des classiques, ou des livres qui ont une certaine notoriété, tu vois, qui sont reconnus comme ayant un certain bagage, un certain niveau. Tu te retrouves en librairie et en fait, j'étais perdue. Vraiment, je ne savais plus quoi lire. Je ne savais plus ce que j'étais censée lire. Je ne savais plus quels étaient mes goûts. Parce qu'en fait, je suis passée directement des livres Black Moon d'Hachette, où je lisais des histoires d'adolescents, de sorcières, etc., aux classiques. Et en fait, finalement, mes goûts, je ne savais plus où j'en étais. Et finalement, j'y suis revenue progressivement, mais vraiment au moins 2 ans après. Et en fait, ça a été là, pour le coup, grâce à la médiathèque. Quand je suis rentrée à Lille après mes études, parce que je viens de Lille de base, et j'avais pris une carte de bibliothèque et j'ai commencé par emprunter les Hunger Games, que je n'avais jamais lus encore. Donc j'avais genre 23 ans, 23-24. Et là, je les ai dévorés, et ça a un peu débloqué quelque chose. Et après, j'ai un peu pris en confiance, en fait. Et je n'ai pas lu... Après, je ne lis pas beaucoup de lectures ado au quotidien, très peu même. Mais ensuite, ça m'a un peu remise en scène quelque part, et j'ai recommencé à m'intéresser, à regarder sur Instagram, à regarder les sorties. C'est revenu petit à petit, d'abord grâce à la médiathèque, et après beaucoup grâce au marché de l'occasion. Ouais. Parce que j'ai tendance à énormément acheter en occasion, à être complètement compulsive. Bah surtout quand en plus t'aimes un livre ou que t'as vraiment envie de le lire, t'aimes bien l'avoir ensuite derrière dans ta bibliothèque en physique. On en revient à l'objet. D'ailleurs, j'ai racheté les Hunger Games au final après les avoir empruntés. Donc, mais par contre, travailler dans l'édition, ça ne m'a pas du tout dégoûtée. Au contraire, ça t'a encore plus stimulé. Oui, être entourée de livres toute la journée, en fait, j'avais envie de me servir tout le temps. Et de fait, j'ai ramené beaucoup de tote bags remplis de livres chez moi. C'était hyper stimulant. Et ça me donnait plein d'idées au quotidien. Et surtout, ça me donnait envie, en fait, de me tenir très au courant de l'actualité. C'est à ce moment-là aussi qu'en plus du podcast, on a lancé notre compte Instagram spécial lecture avec Pascal. Ça arrivait en mars 2020, donc je pense que vous savez pourquoi. Voilà, en plus les librairies étaient fermées à l'époque, donc moi je me suis retrouvée au chômage partiel
par mon entreprise, donc c'était imposé parce que justement les ventes de livres étaient stoppées. Donc pour moi qui fais du marketing, ça veut dire que concrètement je ne servais à rien. Et j'ai passé beaucoup de temps au chômage, et donc chez moi, puisqu'on était confinés. Et c'est à ce moment-là qu'avec Pascal, qui était aussi dans l'édition, qui était aussi au chômage partiel, on s'est dit, allez, c'est le moment, on va beaucoup lire en cette période et on va lancer notre compte Instagram spécial livre. Dont je mettrai le lien en description du podcast. Et finalement, ça fait bientôt 4 ans qu'on tient le rythme. Donc écoute, c'est une bonne chose du confinement finalement. Et dans les choses du confinement aussi, il y en a beaucoup. Alors là, je suis un peu biaisée parce que je travaillais aussi dans le milieu à ce moment-là, mais version digitalisée, donc tout ce qui était e-book et audiobook. Donc forcément, c'était l'inverse, ça fonctionnait très très bien. Est-ce que toi, tu écoutes des livres audio ou t'es pas encore passé à ça ? Oui, quand je travaillais dans l'édition, je travaillais aussi pour la maison d'édition Lizzie, qui fait des livres audio. Donc j'avais eu l'occasion d'en écouter beaucoup, et même quand j'étais chez Pocket, je devais lire les livres dont j'allais ensuite m'occuper de la sortie, donc pour les campagnes d'affichage, les campagnes de pub, etc. Et pour gagner du temps, parce qu'il y avait certains livres que je n'aimais pas trop lire, hein, on va pas se mentir, je les écoutais en audiobook. Comme ça, je travaillais et j'écoutais en même temps. Et donc franchement, j'aime beaucoup le format. Je suis plus papier, parce que, encore une fois, j'achète d'occasion. Donc forcément, pour moi qui achète mes livres max 3 € en général, un livre audio c'est quand même un peu plus un budget, même si aujourd'hui il y a des abonnements à 10 € par mois pour avoir un livre audio par mois. Et puis en fait j'adore fouiller. Je veux dire, il y a un bouquiniste en bas de ma rue, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que juste de passer et de faire tous les bacs les uns après les autres. Il y a toujours des petites trouvailles. Et même sans rien acheter, je sais pas, ça me détend. Mais même chez moi, des fois je réorganise ma bibliothèque juste et ça me détend. Et je faisais ça aussi quand je travaillais en maison d'édition. Ma directrice, elle me regardait, elle disait ah, c'est le moment où Victoire a besoin de se déstresser. Et en fait je rangeais tout et après j'allais mieux. Ouais, il y a un peu ce côté-là avec les livres d'assez apaisant. C'est un petit prolongement de ton cerveau par plein d'aspects en fait, quand tu les ranges, quand tu chines dedans. C'est ça, et tu dis, tu contrôles ce que tu peux contrôler, tu vois. Ouais. Allez, est-ce que des fois je vais les ranger par ordre couleur, alphabétique par ordre alphabétique ou par maison d'édition. Voilà. On en arrive tout doucement à la fin du podcast. J'ai une dernière question pour toi. Ce serait quoi un petit peu ton conseil pour celles et ceux qui aimeraient se réconcilier justement avec la lecture ou se mettre à lire davantage ? Je pense que le premier conseil, ce serait de ne pas se forcer, de ne pas se dire il faut que je lise ça pour avoir l'air de ça ou parce que ça fait bien. Vraiment, faites-vous plaisir. Dans les livres, outre les Hunger Games, dans les livres dans lesquels je me suis remis quand j'ai recommencé la lecture, j'avais des premiers livres que j'avais achetés, c'était Avant toi, de Jojo Moyes, qui est une romance qui a été adaptée aussi en film avec Emilia Clarke. Et d'ailleurs sur la couverture du livre c'était ça, et c'est Emilia Clarke avec Sam Claflin, et c'est lui qui est en fauteuil roulant presque paralysé après un accident, et c'était vraiment marketé comme une romance. Et je l'avais acheté d'ailleurs en me disant que ça allait être une lecture légère. Non, ce n'était pas léger, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et en fait voilà, il faut vous faire plaisir, surtout n'allez pas chercher des livres pour impressionner qui que ce soit. En fait, la lecture, ça doit rester un plaisir, et je pense qu'il y a assez de contraintes dans la vie, sans se mettre des contraintes sur la lecture, sur le nombre de livres à lire, sur quoi lire. Et demandez conseil à vos libraires aussi, ou en médiathèque, parce que souvent ils sont de très bons conseils. Et voilà, pas de pression. Ouais, de pas oublier que la lecture, en fait, c'est un loisir et un plaisir. Et pas... C'est ça, et en fait... Pas un devoir, quoi. Le problème, c'est que comme ça a été prescrit à l'école, et comme il y a quand même toujours ce côté un peu élitiste de la lecture aujourd'hui, je pense que ça en dégoûte beaucoup, alors qu'en fait, il y a tellement de livres différents, et même, il y a des gens qui disent « Ah, moi je ne lis pas, je lis des mangas ou des BD. » Mais donc, du coup, tu lis. Exactement, Ouais. Et c'est de la lecture, en fait, donc voilà, encore une fois... Oui, c'est comme dire « J'aime pas la musique », en fait, t'aimes pas quel type de musique ? Oui. C'est pas la musique. Non, c'est pas la musique en général, et la lecture, il y a plein de choses qui sont super, et y compris en BD. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de romans, mais c'est parce que je lis principalement des romans. J'avoue, j'ai une très très mauvaise culture BD. Mais ça veut pas dire que c'est pas bien, et surtout, ouais, le principal, c'est de se faire plaisir, en fait. Et puis, tu parlais des essais aussi tout à l'heure. En fait, ça peut être pas forcément de la fiction. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la fiction, il y a plein d'autres lectures. Si au contraire, c'est votre truc,
allez-y sans honte de se dire bah tiens je vais lire de la SF, donc de la science-fiction, c'est un peu la honte, bah non, enfin, ou de la romance, ah là là, qu'est-ce que les gens vont penser? Non, tout le monde s'en fiche en fait. Exactement. Et même les essais, maintenant, il y a des maisons d'édition qui développent des collections d'essais plus courts ou plus accessibles, justement pour lancer une réflexion. En poche, par exemple, il y a la maison d'édition Point qui a une collection spéciale féminisme et qui est super. Très belle en plus et qui est très bien documentée. Ouais. Qui est hyper chouette, c'est très court, c'est très accessible. Franchement, vous pouvez y aller. Il y a aussi une autre maison d'édition, je crois que c'est La Martinière, qui a lancé aussi une série d'essais très courts sur des sujets comme faut-il manger de la viande, peut-on avoir raison sur tout, qu'est-ce que l'amour, enfin voilà, des sujets un peu comme ça, mais qui sont très courts et qui sont de base, il me semble, pensés plutôt pour les adolescents, jeunes adultes, mais du coup c'est accessible, ça peut lancer des réflexions, donc... Je suis en train de regarder... Ah ça c'est encore une autre, ouais. Encore une autre, aussi, je trouve en termes de choix des textes et de couverture, c'est très chouette, c'est Zone. Oui, c'est eux qui ont édité notamment Mona Chollet, Sorcière. Ouais, exactement. Et moi, on m'a offert, du coup, Feminist Punk dans les bouquins. J'adore. Et qui parle d'ailleurs de traduction et de Fifi Brin d'Acier. Hein ? Qui a été pas mal censurée en France et qui déjà, en termes de traduction, elle s'appelle Fifi Brin d'Acier en France alors qu'en fait, elle s'appelle Pipi Grande Chaussette à la base, c'est ça son nom. D'accord. La traduction littérale, ce serait ça. Ça n'a rien à voir. Et le fait qu'elle réponde vachement, qu'elle soit très effrontée, très autonome, ça a été lissé à mort en France, alors que dans le texte original, vraiment, elle répond, elle s'en fiche, elle défie les adultes en permanence. C'est pas juste une petite fille costaud et autonome, quoi. C'est dingue, ça va plus loin. Je savais pas du tout. Voilà, bah du coup, ça, sachez que vous pouvez l'apprendre aussi à travers des essais ou d'autres lectures. Ça se nourrit et ça reste quand même, vachement croisé entre fiction et... C'est ça, il y a des essais qui sont en fait hyper actuels, c'est pas forcément des textes très philosophiques. Je pense aussi à, tant que je suis dans les recos aussi, Iris Bray, qui a écrit notamment un essai qui s'appelle Le regard féminin, sur en fait tout simplement le cinéma. Donc le male gaze et le female gaze. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, elle théorise en fait le fait qu'il y a un regard masculin au cinéma qui objectifie les personnes et notamment les femmes, versus un nouveau regard à développer qui serait un regard féminin, que certains réalisateurs hommes peuvent aussi avoir par ailleurs. Ce qu'on se disait avec aussi la littérature en début du podcast. Exactement. Typiquement. Exactement, il y a des réalisateurs hommes qui savent très bien aussi réaliser des films racontant des personnages féminins. Mais bref, et c'est un essai très intéressant parce qu'il donne beaucoup de références actuelles, y compris Wonder Woman par exemple. Enfin, il y a La leçon de piano, qui est un film quand même relativement récent aussi. Et elle parle également des séries. Donc voilà, même si vous voulez vous lancer dans les essais, c'est pas forcément quelque chose de très ardu ou de très philosophique. Il peut y avoir aussi des essais qui parlent de thèmes très contemporains en fait, et très actuels. Exactement. Mais il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle Féminisme et pop culture. Je crois que c'est de Jennifer Padjemi, qui pareil parle de Beyoncé, parle de plein de choses et en lien avec le féminisme. Donc si vous avez aimé Barbie par exemple, et que c'est une première porte d'entrée peut-être pour autre chose. Pour ensuite lire les livres Barbie comme ça quand tu étais plus jeune. Et c'était super. Barbie au sport d'hiver, c'était un banger, ok. Bah merci beaucoup Victoire. Bah merci à toi Chloé. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez partager l'épisode autour de vous, vous abonner au Clo-Clo Club, me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et sur Apple Podcast, venir m'écrire sur Instagram et sur TikTok @Clo-Clo Club pour me partager un petit peu votre ressenti et votre point de vue sur cet épisode. Faites de même d'ailleurs avec Adopte-moi si tu peux. Vraiment, c'est très important de soutenir les jeunes créateurs, les jeunes créatrices de podcasts indépendants. C'est ce qui nous motive et qui nous permet aussi de nous améliorer. Donc n'hésitez pas à nous écrire, ça nous fait vraiment plaisir. Et moi, je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!